Bonjour tout le monde, merci d'être présent, merci Jean-François d'être venu, merci Yann d'avoir trouvé le temps d'être avec nous pendant une petite heure aujourd'hui. Est-ce que vous allez bien? Nickel. Écoute, au Super. top. Merci Owen de nous recevoir. Salut Jean-François. Salut Yann, Alors, salut Owen. ce qu'on va essayer aujourd'hui, donc on va prendre une ou deux petites minutes pour introduire tout ça. J'ai le chat qui fait un bruit fou à chaque message. Je ne sais pas Oui, comment ça je pop vais... dans tous les sens là. Ah ouais. Ils sont chauds dans le chat. Est-ce qu'il y a un moyen de muter ça? Parce que si j'entends un bruit par minute, ça va être terrible. Au pire, de toute façon, on va se laisser la parole au fur et à mesure. On va essayer de replacer le contexte en attendant que quelques personnes nous rejoignent, parce que je vois que nous sommes déjà 360. Ça monte à vue d'œil. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de personnes présentes sur un événement qu'on a organisé en si peu de temps, en quelque sorte, parce qu'on l'a annoncé en début de semaine. Je me permets de replacer un petit peu le contexte. On a décidé, en cette période de crise et cette situation économique un petit peu particulière, de lier ces trois domaines qui sont pourtant si différents, mais qui se croisent, étant donné qu'on s'est connus d'ailleurs tous à travers nos cœurs de métier, qui sont les métaux précieux, ta spécialité Jean-François, l'immobilier, qui est également l'une, pour ne pas dire ta spécialité Yann, et ensuite recroiser tout ça avec les crypto-monnaies, sur lequel on a tous déjà travaillé plus ou moins et qui est le marché que je connais le plus. Est-ce que on pourrait, en une petite minute chacun, est-ce que vous pourrez vous présenter pour ceux qui ne vous connaissent pas? Jean-François, je te donne la parole. Ok, merci Owen et bonsoir à tous. Donc nous, notre métier depuis 10 ans, c'est de digitaliser les transactions de vente et d'achat des métaux précieux. Et métaux précieux physiques en conservation de haute sécurité dans des coffres que l'on a au Port-Franc de Genève. Et en fait, ça nous a permis de permettre, déjà depuis 10 ans, de rendre résilients nos utilisateurs qui, à l'époque, n'étaient pas confinés, mais tout en restant chez eux, étaient donc en capacité d'acheter et de vendre des métaux précieux, donc de pouvoir arbitrer sur de l'or ou de l'argent physique. Et cela, depuis leur fauteuil, et ça a l'air aujourd'hui peut-être évident, mais à l'époque on était très peu nombreux et c'était un modèle économique qui en France semblait relativement peu évident parce que la majorité des gens voulaient avoir tout simplement leur petite pièce à la maison. Et là, typiquement, Covid-19 nous a prouvé qu'avoir de l'or à la maison ou dans un coffre en banque, eh bien, quand on est confiné, que même la poste ne fonctionne plus vraiment, ça c'était le cas du confinement numéro 1, eh bien, avoir de l'or à la maison est finalement moins utile que d'avoir de la farine pour faire des crêpes. Sauf chez Aucoffre, puisque sur le coup, là, les gens avaient pleine maîtrise de ce que l'on conservait pour eux, et s'ils avaient besoin de vendre, ils avaient le cash sur leur compte à peine 48 heures après. Ça fait combien de temps que tu es dans l'or du coup? Sur le coup, moi, c'est un projet qui m'a pris quand même 2 ans. Hein. Moi, à la base, je suis un start-upper. J'ai monté ma première boîte en 95 dans le domaine du référencement. Ensuite, je l'ai vendu. J'ai monté une boîte de traduction. Et ma boîte de trad, je me suis dit, s'il y a une crise grave qui l'impacte, sachant que c'est une activité cyclique, ça pourrait mal tourner. Donc en 2006, je me suis dit, il faudrait que j'achète de l'or, non pas à titre personnel, mais pour le compte de mon entreprise de traduction, pour la rendre beaucoup plus solide en cas de contre-cycle. C'est ce que j'ai tenté de faire. Je me suis rendu compte que c'était compliqué. Et donc là, j'ai acquis à peu près pendant 2 ans une grosse expertise là-dessus pour monter une boîte qui correspondait en fait à un manque, en tout cas en France. Et voilà, donc aujourd'hui, Aucoffre, c'est la plateforme dont le fonctionnement, dont je viens de décrire le fonctionnement. C'est aussi une gamme de pièces que l'on frappe, qui sont les Vera Valor, donc des pièces que l'on frappe même aujourd'hui en partenariat avec des pays. Donc on frappe monnaie. Et le service dont tu parlais tout à l'heure, qui s'appelle Vera Cash, et qui sur le coup transforme l'or ou l'argent métal carrément en monnaie du quotidien, puisqu'on peut être dans un resto s'il est ouvert ou dans une boulangerie et pouvoir payer son pain avec la Vera Carte, et aujourd'hui en plus avec un sans contact. Donc aujourd'hui, le sans contact est possible sur de l'or. Un peu ce que Crypto.com et Wirex ont fait pour la crypto. Tu l'as fait en 2015 du coup pour les métaux précieux. Alors même en 2012 sur le coup. 2012.
D'accord. Ok, donc ça fait une belle présentation. Juste avant d'expliquer comment vont fonctionner les questions durant ce webinaire, on laisse toujours les gens se connecter. On a à peu près 450 personnes de connectées pour le moment. Yann présente un petit peu l'entrepreneur, le youtubeur ou les deux. À toi de nous dire. À toi la parole. Ok, merci Owen. Salut, moi Yann Darwin. En effet, sur le côté YouTube, j'ai une chaîne YouTube dédiée aux finances personnelles et plus principalement à l'immobilier. Et puis, ouais, en effet, entrepreneur depuis longtemps. J'ai commencé par l'immobilier il y a maintenant 10 ans, comme un simple investisseur. J'ai pris de l'assurance, j'ai fait du marchand de biens, donc qui consiste à acheter et revendre des immeubles, un peu comme on ferait en bourse. En fait, on vient spéculer sur l'immobilier au lieu de spéculer sur la bourse. Donc, on vient bien sûr apporter de la valeur, de la rénovation, etc., régler des problèmes. J'ai fait un passage où j'ai été aussi propriétaire d'une agence immobilière. Donc vraiment, j'ai fait pas mal de métiers autour de l'immobilier jusqu'à me tourner vers la formation parce qu'il y avait une très grosse demande tout simplement. Donc ça fait maintenant 4 ans que je fais en plus de tout ça de la formation. Donc sur Internet, via l'entreprise Enfin Rentable, qui est une des filiales de Green Bull Group, qui est notre entreprise dont je vais parler après parce que je vais essayer de ne pas tout mélanger. Voilà, on fait aussi du développement immobilier. On vient de boucler 253 lots aux alentours de New York, juste au-dessus de New York, à 50 miles au nord de New York. Donc ça, c'est le dernier projet qu'on vient de faire côté immobilier. Et Green Bull Group, je suis cofondateur de Green Bull Group. On est 6 associés, donc il y a 5 autres personnes avec moi. On a un groupe français, comme tu l'as dit. On a une douzaine de marques et sociétés. On est globalement orienté vers les finances, donc immobilier, entrepreneuriat. On fait de l'assurance et on fait aussi tout ce qui touche à la sphère investissement sur les marchés financiers, bourse, trading. Voilà, globalement, aujourd'hui, on est un peu plus de 70 collaborateurs répartis sur 2 pays et ça bouge pas mal. Et on a la chance, dans le contexte actuel qu'on connaît du coronavirus, d'être assez peu impacté parce que beaucoup d'activités sur Internet et l'immobilier, globalement, on va en parler, je pense, après, n'est pour l'instant pas trop impacté, même si il se passe des choses. Mais ça se passe quand même plutôt bien pour nous, donc je vais toucher du bois. Et voilà, globalement. Donc, on est très, très orienté investissement, on est très, très orienté comment faire grossir son patrimoine, comment scaler ses activités, comment investir, qu'on parte de zéro ou qu'on parte avec du patrimoine, comment arriver à faire en sorte de faire grossir tout ça et à scaler tout ça tout en étant en sécurité, faire des bonnes allocations, etc. Ok, merci beaucoup. Moi, pour le coup, j'ai utilisé du coup mes petits réseaux sociaux pour essayer de mettre ça en avant. Principalement, moi, mon domaine, c'est la crypto-monnaie, la blockchain et le Bitcoin qui nous a fait des journées assez folles ces derniers jours. Et étant donné qu'il y a énormément de parallèles à faire entre ces différentes activités, on voulait essayer quelque chose d'un petit peu différent. Un webinaire, certes, où on va parler de nos domaines, on va revenir sur quelques questions de base, mais profiter du coup de connaître un petit peu les bons plans, qu'est-ce qu'on voit en ce moment, quelle est la lecture, parce que le gros problème avec la situation qu'il y a et cette crise en ce moment, c'est qu'on entend tout. Les médias abusent parce que comme les gens les consultent énormément, on voit de la publication, une surpublication, il y a de tout. On entend des choses qui sont vraies, mais qui ne le seront peut-être pas demain. Ce serait vraiment faire un point à aujourd'hui. Donc, novembre 2020, quelles sont les bonnes choses que l'on peut voir dans notre écosystème? Quels sont les bons plans que l'on pourrait partager? Quitte à en parler entre nous, parler des opportunités que cette crise a pu ouvrir, mais également de celles qu'elle a pu fermer, parce qu'il y a certaines choses qu'on ne peut plus faire aujourd'hui qui nous arrangeaient bien il y a quelques mois, et essayer de donner une vraie overview aux gens qui peuvent se demander aujourd'hui, moi j'avais mon livret A, c'est tout ce que je connaissais. Aujourd'hui, je me rends compte que ça ne suffit plus. Je suis prêt à prendre des risques ou au contraire, je ne veux pas en prendre, mais je veux me diversifier. Quelles sont les solutions qui existent? C'est vraiment la question à laquelle on va essayer de répondre. Et si vous qui nous regardez, vous avez des questions, il faudrait aller dans l'onglet questions. Le chat, c'est vraiment pour échanger avec les autres personnes qui sont actuellement connectées. On est 500. On est 490 et le but, c'est vraiment de poser une question. Si vous en avez une, il faut savoir qu'on ne pourra pas répondre à tout le monde en live. Ce sera très compliqué parce qu'on va avoir à peu près 40-45 minutes maximum. Par contre, tout le monde aura une réponse, notamment les réponses les plus posées. Si une personne a posé une question qui est revenue une dizaine de fois et qu'on n'y a pas répondu dans le live, après, il y a une équipe ainsi que les modérateurs qui sont actuellement présents dans le chat qui vont revenir vers les personnes qui ont posé la question par email pour leur apporter une réponse à tête reposée une fois qu'il y aura plus le côté live et le côté pressé qu'on a en temps réel. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voter pour les questions des gens. Quand quelqu'un pose une question, vous pouvez lui donner un vote, faire remonter sa question pour qu'on puisse voir les questions les plus attendues par les auditeurs.
on va commencer tout de suite. On va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. On va commencer du coup par toi, Yann. Principalement, vous allez chacun répondre par rapport à votre domaine, votre marché, et ensuite on va échanger entre nous. C'est là que doit venir la richesse de la discussion. Quel est selon toi, Yann, le comportement à adopter pour un investisseur dans le monde de l'immobilier, mais pas que, en cette période de flou, de crise sanitaire et de manque de visibilité sur ce qui va nous tomber dessus dans les prochaines semaines et les prochains mois? Ok. Alors pour moi, même sans parler que d'immobilier pur, je pense que la première brique, c'est de faire une bonne allocation. Une bonne allocation d'actifs, ça peut être sur de l'immobilier, ça peut être sur des crypto-monnaies, ça peut être dans le l'or, ça peut être dans de la bourse, dans des obligations, dans ce qu'on veut. L'allocation d'actifs est à la base de la bonne santé financière et de la bonne santé patrimoniale de tout à chacun. Tu ne peux pas faire un all-in, et on l'a tous fait, et d'ailleurs j'en parlais avec un de mes associés il y a peu de temps, on l'a tous fait dans nos jeunes années, de faire un all-in sur une entreprise, sur du private equity, sur une crypto, etc. et de se retrouver avec rien du tout quand il y a une crise, quand il y a un retournement, quand il y a une correction, quand il y a tout ce qu'on veut. Donc aujourd'hui et pendant les crises, parce que la crise qu'on vit aujourd'hui, on en fait tout un pataquès, je pense, parce qu'on la vit et parce qu'on est dedans. Mais des crises, il y en a eu des dizaines, des centaines, il y en a eu des beaucoup plus compliquées qu'aujourd'hui. Moi, ce que j'en vois, elle est certes terrible pour plein de métiers parce qu'elle est vraiment systémique, elle est dans l'économie réelle parce qu'on va fermer des choses, on va faire des confinements, etc. Donc, elle est beaucoup plus systémique, elle force des gens à fermer, elle est terrible à ce niveau-là. Mais au niveau de l'économie globale, je ne la sens pas extrêmement terrible. Tu vois, ce que je veux dire, c'est que je pense que demain, il y a un vaccin, je pense que les confinements s'arrêtent, qu'on repart et notre vie repart, ça aura fait une bonne purge, mais je ne pense pas que l'économie va se retrouver complètement par terre. Oui, il va y avoir des plans de relance. Oui, les plans de relance sont souvent suivis par des plans d'austérité avec des potentielles hausses d'impôts, etc. Mais de toute façon, il y a deux positions, quoi. C'est soit tu subis, soit tu agis. Soit tu surfes sur le truc et tu te dis, OK, les cartes ont été rebattues, on a changé les règles du jeu, il faut que je m'adapte à ces règles du jeu, ou alors tu te plains et tu subis. Donc moi, je suis plutôt à se dire, OK, une crise, c'est des problèmes, c'est aussi des opportunités, c'est qu'est-ce qu'on peut en faire. Et je pense que la base, la bonne question à se poser, c'est de se dire, OK, il faut que j'investisse, il faut que je me diversifie, il faut que je prépare plus tard, il faut que je prépare ma retraite, il faut que je sécurise ma famille, etc. Et pour ça, la première question à se poser pour moi, c'est l'allocation d'actifs. Et j'adore l'immobilier, je fais beaucoup d'immobilier, mais je ne conseillerais pas à des gens, par exemple, de faire un all-in dans l'immobilier. Partons du principe que tu as 150 000 euros de côté, je ne te conseille pas d'investir 150 000 euros dans l'immobilier de tes propres fonds parce que tu ne vas pas être diversifié, tu ne sais pas ce qui va se passer. Il y a des sous-crises en plus à la crise qu'on vit parce qu'elle est multifactorielle et donc il y a des secteurs qui sont plus impactés que d'autres, il y a des pays qui sont plus impactés que d'autres. Et c'est quelque chose d'assez inédit. Donc, je pense que l'allocation d'actifs, pour moi, c'est vraiment, vraiment, vraiment la base. Avant même de se dire qu'est-ce que je fais, quelle crypto, quel type de bien, est-ce que je fais de la colocation, du meublé, etc. Je me pose la question de découper mon patrimoine correctement. D'accord. Ok. Ben, en plus, tu ouvres la question qu'on va poser juste après sur quel genre d'opportunité ça crée. Et avant ça, Jean-François, de ton point de vue à toi, est-ce que tu es plutôt en accord avec ce que vient de dire du coup Yann? Comment tu… Oui. Totalement. Alors, je partage les propos de Yann. Moi, je considère que voilà, on rentre dans un monde qui est schumpeterien, c'est-à-dire qu'on va vivre une destruction créatrice assez forte et intense dans les mois, les années qui vont venir. Alors ça, quand on l'a dit en théorie, voilà, on est bien, on est à l'aise, sauf quand on est la personne ou l'entreprise qui subit la fameuse destruction pas encore créatrice. Et c'est là que se trouve la problématique, et tous en tant qu'investisseurs ou épargnants, on est malheureusement en posture de le subir. Et c'est là que je rejoins Yann. Il faut savoir, alors dans le passé, mais là sur le coup c'est trop tard puisque c'est l'instant réel, c'est le moment présent, au moins dès à présent appréhender de diversifier le plus possible. Et nous, sur l'or, par nature, on est de toute manière dans cette contrainte, et on la rappelle systématiquement à nos clients. L'or seul n'est pas un investissement, c'est une épargne de précaution, une assurance incendie du reste de son patrimoine. Encore faut-il avoir un reste de son patrimoine. Et c'est en ça que l'or se marie parfaitement avec l'immobilier.
Bon, des fois, il y a un peu des divorces avec l'assurance vie, mais bon, on peut aussi s'y retrouver. Clairement, en tout cas, ça se marie parfaitement avec les actions, et ça, on l'a vu. Mais là, alors clairement, les traders seniors, actifs, voire même les robots de trading, donc en plein mois de mars, plein mois d'avril, quand il y a eu la débâcle de 30% sur les marchés. D'ailleurs, à ce moment-là, on a vu l'or qui baissait. Mais pourquoi il baissait? C'est que tout simplement, il y avait des reventes massives pour couvrir les pertes qui étaient encore plus massives sur ces actions. Et l'or, à ce moment-là, a joué son rôle de bouclier absolu. Et c'est tout ce qu'on lui demande. Le reste du temps, mais l'or, on ne lui demande pas d'être beau, d'être joli. Il peut être moche. Du moment qu'il est là, comme bouclier, au moment où on en a besoin. Et voilà, donc c'est cette posture donc ultra complémentaire, et y compris des cryptos. Et quand on a décidé avec mes équipes de lancer VeraOne, c'était purement dans cette logique, c'est-à-dire mettre en place un VeraOne entre différents trades, dans une posture qu'on espère gagnante pour nos utilisateurs, entre 2 trades Bitcoin, entre un trade Bitcoin et un trade Ethereum, par exemple, parce qu'aujourd'hui, ce sont les cryptos que l'on permet d'utiliser. Et voilà, peut-être, là, nous, on l'a vu, il y a des utilisateurs qui viennent de vendre leur Bitcoin parce qu'ils considéraient peut-être qu'ils étaient arrivés à un niveau peut-être trop haut pour eux, ou s'ils s'étaient fixé un cap. Allez, j'ai fait plus 20, je vends mon BTC, j'achète de l'or et j'attends que le Bitcoin retombe pour me remettre dessus en ayant vendu mes VeraOne. Bon, voilà, ça c'est par exemple le genre d'arbitrage que nos utilisateurs peuvent faire sur notre usage purement crypto. Et c'est pas un peu particulier parce que pour le coup, c'est en regardant ce qui doit se passer à l'intérieur de tes différentes entreprises dans les métaux précieux, tu vois vraiment le sentiment des gens. Parce que quand les gens viennent renforcer, tu vois la différence entre un client qui veut investir sur l'or parce qu'il veut de l'or, parce qu'il veut juste sortir du monde bancaire et qu'il a peur, et tu vois celui qui, moi je pense que les métaux précieux vont monter parce que tout le monde va se jeter dessus. Du coup tu vois un peu l'investisseur mais aussi l'épargnant en quelque sorte, et c'est assez intéressant, et je m'en rends compte des fois quand des clients viennent chez Just Mining et qu'on se rend compte qu'ils veulent pas investir sur la crypto-monnaie parce qu'ils croient au potentiel, mais simplement parce qu'ils viennent vers nous en mode je veux sortir du monde bancaire, j'ai peur de la banque, je veux sortir, je veux une situation alternative. Et c'est là que très souvent, des fois, on recroise et qu'on redirige vers vous, parce que quelqu'un qui veut vraiment sortir du monde bancaire, acheter du Bitcoin, ce n'est pas une mauvaise idée, mais le Bitcoin reste volatile. Et le Bitcoin reste indexé au sentiment des gens. Du coup, dans cette crise, ça va, ça vient, les gens ont peur, ils paniquent. Finalement, prise de conscience, on voit le Bitcoin qui tombe à 3000 au début du Covid, puis on se dit, mais il n'y a aucune raison que le Bitcoin perde de la valeur. Il a perdu de la valeur parce que les gens paniquent, parce que la bourse est tombée et que pour la première fois, le Bitcoin est corrélé à la bourse. Mais d'un coup, ce qui s'est passé, c'est que le Bitcoin est remonté. Il a tapé 18 000 $, donc presque le top qu'il a jamais touché dans toute sa vie il y a quelques jours, il y a 48 heures, si je dis pas de bêtises. Comment est-ce que tu perçois ça? Tu arrives à définir les différents types de personnes qui viennent investir ou qui viennent se protéger? Oui. En fait, aujourd'hui, on les connaît très bien, et même limite, on les connaît par leur petit prénom à force de les voir. Mais nous, sur une population d'un peu plus de 50 000 personnes actives entre Ocoffre, Veracash, et puis bon, le petit dernier VeraOne, qui reste encore marginal par rapport au reste, mais qui a des super tendances, et on le voit notamment par le biais de notre fil Telegram qui est très actif sur le coup. Et on voit les différentes postures. Là, l'avantage, c'est que comme par exemple Ocoffre se positionne dès le départ comme une forme de place d'échange, de place de marché, même si ça n'est pas une, dans tout état de cause, l'usage au final est appréhendé comme ça. On voit que quand il y a un vendeur, il y a un acheteur et inversement. Et typiquement, quand l'autre jour, on annonce la découverte ou la validation en phase 3 d'un vaccin, immédiatement, ça se traduit sur le coup par une baisse du cours de l'or, mais ça c'était prévu. Mais nous, de notre côté, par des achats assez conséquents de personnes qui se sont dit, voilà, de mon côté, moi je considère que là, on vient d'atteindre un point bas parce qu'on vient d'annoncer le vaccin, mais ça, c'est digéré au bout de 2 heures. Donc, eux, ils sont positionnés comme ça. Et à contrario, d'autres investisseurs qui, eux, attendaient l'annonce du vaccin pour se dénouer, parce qu'eux, ils étaient entrés depuis plus de temps et ils attendaient cette annonce pour vendre. Et par contre, attendre que l'or tombe un peu plus pour se repositionner dessus la baisse. Alors, par exemple, à titre personnel, moi, c'est ce que j'ai fait. Et d'ailleurs, sur l'or, il faut avoir des fois ce genre d'attitude très froide, très mécanique, de se dire, si on est dans une posture un peu de trade, je fais plus 20, je vends, il ne faut pas attendre d'être à plus 21 pour vendre. Et à contrario, moi, c'était mon cas, je m'étais fixé de vendre quand on avait une annonce phase 3
de vaccins et je l'ai fait. Voilà, j'ai vendu. Mais je me repositionnerai lors d'un point bas qui me semblera opportun. Le truc qui est un petit peu particulier, et là où je me rends compte que moi-même je suis perdu là-dedans, c'est que on sait même plus à la fin si une news va avoir un effet positif ou négatif sur les gens. Et il y a tellement de plus et de moins qu'à la fin, on ne sait pas si ce sera positif en globalité ou négatif. C'est-à-dire qu'au tout début, l'annonce du confinement, c'était mauvais, c'était très clair. Ensuite, l'annonce du déconfinement, c'était très bon. Et il y a eu pendant tellement de flou, en fait, on a potentiellement un vaccin. Mais en fait, il est peut-être dangereux. Donc, on est sur un plus, mais en fait, un moins. Et donc, on ne sait plus quoi prendre, en fait. Tout ça, ça a secoué un petit peu le marché. Au niveau des crypto-monnaies, il y a eu une hyper volatilité, des opportunités énormes parce qu'il y a eu des points d'entrée. Et moi, j'ai pu renforcer un petit peu pour prendre du Bitcoin, mais c'est aussi l'une des premières fois où j'ai eu peur. Parce que quand j'ai vu le prix dégringoler sans raison, je me suis dit, quand ça baisse sans aucune raison, ben ça peut aussi baisser très bas. Et je peux vous dire que la nuit, à 3 500 € le Bitcoin, les amis, il fallait pas m'avoir au téléphone parce que j'avais des couleurs un petit peu particulières. Mais voir tout de suite que c'est reparti à la hausse. Et aujourd'hui, quelques mois après, PayPal qui annonce accepter les crypto-monnaies et un Bitcoin qui va toucher son top, on se dit mais c'est fou de partager deux sentiments aussi terribles et aussi positifs en quelques mois. Du coup, on se rend compte que ça a créé des opportunités, mais ça en a fermé. Yann, est-ce que tu pourrais nous donner une ou deux opportunités qui se sont créées ou qui ont au contraire disparu? Qu'est-ce que tu guettes, toi, en ce moment? Tu es dans l'immobilier, c'est ton domaine. Et toi, du coup, Jean-François, sur les métaux précieux, quelles sont les deux, trois petites choses qui, en tant que professionnel, vous regardez et c'est votre tips à vous, il y a un coup à faire maintenant? C'est très simple. Pour l'immobilier, si on veut faire un focus sur l'immobilier, c'est que comme toute crise, il y a des gagnants et des perdants. Et tu l'as très bien dit, Jean-François, il y a des gens pour qui c'est difficile tout de suite. Et malheureusement, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Il y a des gens qui ont besoin de liquider une partie ou la totalité de leur patrimoine de façon urgente. Donc, qui dit vendeur pressé dit acheteur heureux. Il y a des belles négociations à faire. Qu'on soit sur de la ville ou sur de la campagne, je voyais dans le chat, j'étais en train de lire le chat, des gens qui disaient voilà, maintenant ça se passe à la campagne, il y a un changement de paradigme avec le corona, les gens ont pris conscience qu'il fallait un bout de terrain, qu'il fallait sortir des villes. C'est vrai, parce qu'il y a une prise de conscience immédiate, et c'est pas vrai, ou en tout cas je pense, parce que je pense qu'encore une fois, quand la crise sera passée, elle sera derrière nous et on n'y pensera plus. Aujourd'hui, quand on regarde la crise des subprimes, qui a eu lieu il y a plus de 10 ans, on ne pense plus par quoi elle a été créée, quelles ont été leurs conséquences, etc. Donc je pense qu'il va se passer la même chose. Une crise, elle fait très mal à l'instant T, mais pas forcément mal très longtemps, ou en tout cas, si elle continue à faire mal et à produire des effets, les gens oublient parce que chacun vit sa petite vie et se focus sur ce qu'il est en train de faire. Toujours est-il qu'en ce moment, il y a des vrais bons coups à faire en négociation avec des vendeurs pressés, ça c'est clair. Et donc, ça va être jouer sur ce timing-là, jouer sur ce prix et regarder en fonction de tes critères habituels, je présume, d'achat, qu'est-ce qu'un bien qui est anormalement sous-coté à cause de cette crise, du coup. Et essayer de profiter de ça, quelqu'un qui est pressé, faire une négociation agressive et obtenir un bien que tu vas pouvoir rentabiliser quand tout ira mieux ou voire même pendant cette crise. Complètement. Mais de toute façon, le secret dans l'immobilier, c'est de bien acheter. La 3/4 des choses se passent à l'achat et de simplement, sans faire d'astrophysique, acheter moins cher que le prix moyen, acheter moins cher que le mètre carré. Si le mètre carré dans ta ville, l'endroit que tu vises, il est à 3002 et que parce que tu as un vendeur pressé et que tu arrives à négocier, tu achètes à 2005, tu sais que tu as un réservoir de cash qui est là, tu as un réservoir, une plus-value latente, on appelle ça, qui certes est illiquide, certes bloqué dans un bien immobilier, mais tu as un tel écart avec le prix moyen que même s'il vient fluctuer à moins 10, moins 20, moins 30%, tu restes en sécurité. Donc, l'IMO, à ce côté, et la pierre, et on le sait tous depuis la nuit des temps, à ce côté, réservoir de valeur, réservoir de sécurité, au même titre que l'or d'ailleurs. Par contre, le pendant de ça, c'est que la liquidité n'est pas forcément optimale. Pour vendre un bien immobilier, ça prend du temps. Ça peut prendre 2 mois dans le meilleur des cas, mais ça peut aussi prendre 6 mois, 1 an et demi, suivant, encore une fois, plein de critères de localisation, etc., et de liquidité du marché. Donc, je pense qu'en ce moment, les négociations font mal. Elles font mal. Je recroise rapidement avec, c'est exactement ce que je vois sur les crypto-monnaies. Il y a des écarts avec les fondamentaux qui se creusent encore plus. Je te prends un exemple tout simple, la technologie Tezos, qui est une crypto-monnaie avec une bonne technologie sous-jacente, qui concurrence Ether et Bitcoin. Il y a quelques mois, c'était vraiment la folie. Tezos est monté à 3,50 € ou 4 € pièce. Là, d'un coup, Bitcoin a pris un peu de vigueur, Ether aussi. Et tout le monde s'est désintéressé de Tezos. Le token est retombé à 1,30 € ou à 1,40 €, alors qu'en réalité, il a les mêmes fondamentaux, le même usage, et il n'y a pas eu de vrais faits qui font que
Tout comme un bien immobilier, on pourrait pas se dire il vaut moins. Il y a juste moins d'acheteurs, si tu veux. Mais il a le même bien, il a la même représentation. Et c'est pour faire un parallèle sur ces opportunités, je trouve qu'il y a pas mal de crypto-monnaies, dont Tezos, qui aujourd'hui ont souffert d'une vente massive parce que les gens ont voulu acheter autre chose. Tout comme l'or, quand tout le monde vend de l'or et que le prix de l'or baisse, non pas parce que c'est moins intéressant, mais parce qu'on n'a plus besoin de notre bouclier aujourd'hui, on a besoin de saisir une opportunité. Et donc, je me rends compte qu'il y a aussi des crypto-monnaies qui, tout comme je présume sur les biens immobiliers, aujourd'hui, on peut les acheter 1,76 €, merci Fabien, en temps réel, moins cher que ce que ça vaut, ou en tout cas moins cher que ce que tout le monde les donnait il y a quelques mois. Et je pense que c'est aussi comme ça qu'on peut voir des opportunités, quand quelque chose de fondamentalement identique à il y a quelques mois, mais qui aujourd'hui, plus personne ne s'y intéresse parce que c'est aujourd'hui, l'intérêt est porté sur autre chose. Et dans les métaux précieux, du coup, est-ce qu'il y a un je sais pas, peut-être l'or, il me semble que tu travailles sur l'or, l'argent, mais aussi le diamant? Oui, alors, pour se focaliser sur l'or, parce que sinon, on va perdre tout le monde. Et déjà, l'or est très complexe parce qu'en fait, il y a différents marchés qui se croisent. Et pour reprendre ce que tu évoquais tout à l'heure et qui rend en fait la lecture évidemment des cryptos, de l'immobilier et de l'or aussi assez complexe, c'est que, et je vais redonner les fondamentaux, je te les avais évoqués déjà Owen, mais je vais les rappeler ici à tout le monde. Le prix de l'or aujourd'hui, il est fait par la réconciliation de deux choses. Enfin, le prix de l'or en temps normal, ce que moi j'appelle l'or plat, c'est-à-dire l'or quand on penche la tête de 16,5 degrés vers la gauche, on voit une ligne. Et en fait, c'est l'or plat qui correspond à l'équilibre entre l'offre et la demande. Et d'un côté, une offre qui sont la capacité à extraire de l'or des mines. Et aujourd'hui, extraire de l'or d'une mine, on est à peu près entre 1000 et 1100 $. Donc ça, il faut le savoir. Et de l'autre côté du spectre, les acheteurs. Et là, l'acheteur, en fait, majeur en temps normal, tranquille, pas de crise, c'est le futur marié indien qui va offrir des bijoux à sa bien-aimée. Et en fait, la réconciliation des deux, et dans les deux cas, ouvrier peut qualifier d'un côté et de l'autre, quasiment pareil, la réconciliation des deux fait le véritable cours fondamental de l'or. Alors voilà, une fois que je vous ai dit ça, je vous ai à la fois tout dit et rien dit. Parce que quand on se retrouve non pas à un cours à 1100, 1200, ou je dirais moi en ce moment plutôt 1300 €, ce qui n'est pas le cas, puisqu'on est à quasiment 1600, ça veut dire qu'on est au-dessus. Et on a, c'est plus tout à fait le même or dont on parle, c'est l'or bouclier, c'est l'or sécuritaire, c'est l'or qu'on a connu un peu en 2009, mais surtout en 2011. Alors certains disaient que c'était une bulle. Non, c'était pas une bulle, c'était un bouclier. Et le bouclier, une fois que la guerre est finie, on le range, quoi. Donc en 2013, boum, on a rangé le bouclier. L'or est retombé. Alors certains pensaient que l'or allait valoir zéro. Mais l'or, il n'avait jamais valu zéro. Donc pas plus en 2013 qu'aujourd'hui. De même que le jour où on considère que la pandémie est terminée, et que aussi tous les problèmes qui ont fait que l'or, il a grimpé aussi quand même ces derniers mois et bien avant Covid-19, que ça soit terminé. Et là, on en est loin. Peut-être qu'à ce moment-là, on reviendra sur la fameuse platitude dont je parlais. Et donc, en fonction du nombre de mois ou d'années que ça va prendre, eh bien, peut-être que ce cours vers lequel on reviendra dans un futur plus ou moins éloigné, ça peut être du 1400, du 1500 €. Et il faut savoir des fois jouer les choses à la baisse. Donc moi, ça m'intéresse tout autant de jouer l'or à la baisse que à la hausse. Et à contrario, certains pensent de l'or à 10 000 $, etc. Eh bien, je ne leur souhaite pas, parce que ça voudrait dire il y a deux possibilités. Soit on est sur des monnaies qui viennent d'imploser, et je ne souhaite à personne de subir une inflation qui mette l'or à 10 000 € ou dollars. Je ne le souhaite à personne, en tout cas pas à nos enfants, clairement. Et si ce n'est pas une inflation et que c'est en fait uniquement la valeur intrinsèque de l'or, c'est-à-dire qu'on est sur une logique spéculative, je le rappelle donc, extraction 1100 à 1000 $, et là on n'est plus du tout sur l'or que l'on connaît, c'est devenu un actif ultra spéculatif, et quelque chose qui est à 10 000 $ quand il en vaut intrinsèquement 1000, c'est quelque chose qui peut valoir 1000 demain. Ouais. Et on ne le souhaite à personne. Donc, ça veut dire quoi? Pour en revenir à ta question initiale sur les arbitrages et les intérêts, je ne suis pas dans la tête de chacune des personnes. Et d'ailleurs, tu as vu tout à l'heure, je t'ai expliqué qu'il y avait deux possibilités qui pouvaient être gagnantes, c'était jouer une chose ou son contraire. Mais je veux rappeler juste certains fondamentaux. Si on est dans une logique de jouer l'or vraiment comme un actif ultra sécuritaire,
qu'on n'a pas envie d'utiliser, sauf quelque chose de grave. Et donc, en bout de course, quelque chose, si on a eu la chance de ne pas avoir quelque chose de grave, que l'on transmet. Qu'est-ce qu'on joue? On joue la platitude de l'or, et donc on en achète très régulièrement. Comme ça, on oublie les fluctuations Comme de du cours. DCA, en acquérir un petit peu plus tous les mois? Tous les mois, exactement. Tu en achètes un petit peu tous les mois, tu deviens neutre sur le cours. Et la seule chose que tu vises, c'est d'avoir l'utiliser en cas de coup dur. Et là, tu sais que de toute manière, ton or, au moment du coup dur, vaudra toujours plus que la valeur de toute chose dans le monde dans lequel tu te trouves. Et si ce n'est pas le cas, tu n'as pas à le vendre. Et tu le transmettras à la fin. Voilà. Donc ça, c'est une première posture. Deuxième posture, c'est effectivement jouer les trades gagnants. Et dans ce cas-là, se remettre un petit peu l'analyse graphique pour ceux qui ne la connaissent pas. Parce qu'il y a toujours des statistiquement bonnes entrées, bonnes sorties, se fixer des caps et les respecter. Donc là, ça veut dire que on doit… En fait, l'or, et c'est un peu aussi, je pense, comme les cryptos, il faut vraiment se distancier de l'émotion. Sinon, avec l'émotion, on fait de très mauvais choix. Donc, si on se fixe plus 20, il faut tenir plus 20. Si on se fixe, je vends, quand un vaccin est annoncé, on vend. Quand un vaccin est annoncé, même si derrière, on voit que les choses se passent différemment que prévu, je suis tenté qu'on ait prévu quelque chose pour là après. Voilà. Donc, et puis, je rappelle les fondamentaux quand même si Covid-19 se calme, on a quand même des tensions commerciales qui vont de toute manière rester réelles parce qu'on a un rabattage des cartes. Les États-Unis n'occupent aujourd'hui plus tout à fait la position qu'ils occupaient avant-hier. On a un axe commercial extrêmement fort, en fait, qui est l'axe Pacifique, où on a les Chinois, leur pire ennemi d'une époque, les Japonais, les Australiens, etc., qui créent à peu près 35% du PIB mondial, et maintenant ils savent se faire un commerce sans trop de frais de douane. Nous, les Européens, on est au milieu de tout ça, on se prend tout et on ne sait pas trop si on va savoir se positionner. Donc voilà le monde dans lequel on est. Un Brexit, donc on va voir Singapour à 30 km des côtes françaises. Et ça serait neutre, même Covid passé. Je ne pense pas, avec une dette, au passage, à coût de 100 milliards par-ci. Ben oui, 100 milliards par-ci, 100 milliards par-là, même si tu sais faire la trappe à liquidité comme on le sait faire avec la BCE, à un moment donné, ta trappe à liquidité, si tu en as trop dedans, elle déborde. Et à un moment donné, ça se voit, il y a quelqu'un qui le paye. Donc ça, ce sont quand même les choses que je n'hésite pas à remettre en perspective. Donc je ne dirais pas que l'or sera plus temps ou moins temps demain ou après-demain. Je ne me dis même pas à moi-même. Par contre, je me fixe des caps, je me fixe des seuils et je me rappelle en permanence quels sont les éléments d'actualité ou de contexte qui peuvent faire que la donne peut changer et qui me forcerait peut-être à un instant donné, par exemple, moi typiquement, si je me retrouve sur un support où je passe une résistance donnée, à peut-être un poil plus acheter ou un poil plus vendre, parce que l'actualité vient pour renforcer. C'est ce que tu disais tout à l'heure, tu as des éléments amplifiants. Et ça, on l'a vu très, très récemment. Alors, juste avant de revenir sur la question qui est un piège à éviter dans chaque domaine, alors là, pour le coup, je suis très curieux de le savoir. Dans le monde de la crypto-monnaie, on peut acheter dès quelques euros, on peut acheter 4, 5, 6 euros, mais mine de rien, il n'y a pas que des gros épargnants, il y a des gens qui veulent arriver sur des moindres mesures. Je suis très curieux de savoir dans l'immobilier, mais aussi du coup dans l'or. On commence par toi, Jean-François. D'un point de vue de la société au coffre ou Veracash, voire même Veraone qui est un peu à part car c'est une crypto-monnaie et qu'on peut le faire dès 1 euro, mais c'est quoi les minimums pour lesquels on peut investir un petit peu et se constituer une épargne en or? Est-ce que c'est possible pour 20, 30, 50 euros? Qu'est-ce que tu vois la plupart du temps? Alors, nous, côté au coffre, alors là, ça tient tout simplement à la taille de nos produits. Et on est sur des produits dont les unités les plus faibles sont l'once d'argent, donc qui se négocie entre 25 et 30 euros en fonction des périodes. Et le gramme d'or qui va se négocier entre 40 et 60 euros ou 70 euros suivant les périodes. Ça, c'est les plus petites unités. Okay. Ensuite, côté Veracash, qui est plus considéré comme une monnaie, en fait, le minimum, c'est les 2 chiffres après la virgule du zéro, puisque notre unité de comparaison reste l'euro. Et en fait, nous, sur Veracash, pour rentrer un petit peu dans notre cuisine, et ça, on le fait depuis 2012, mais on ne savait pas que ça s'appelait comme ça. En fait, on tokenise l'or, et depuis 2012, on le tokenise, en fait, 5 chiffres après la virgule du gramme. Donc, ça veut dire que chaque particule est numérotée à son existence dans notre système, mais elle n'est pas visible par nos clients parce que ça ferait
pour un compte avec 100 euros, ça ferait à peu près 2000 pages de tokens, donc ça n'a aucun intérêt, ils n'ont pas besoin de voir ça, mais nous, c'est ce qu'on négocie, nous, ce qu'on traite en interne. Donc, ça veut dire qu'un client peut arriver, allez, on va dire, avec 1 euro et il a commencé déjà à faire une opération chez nous. Donc, il n'y a pas de minimum, mais c'est vraiment ce qu'on voulait, parce que pour nous, ça doit rester un service qui est ouvert à tout public, et notamment ceux qui n'ont pas nécessairement beaucoup de moyens, parce que malheureusement, c'est ceux qui vont le plus subir les effets de la crise. Et ils le savent déjà. Hein. Ouais, qui peuvent avoir besoin de ces Exactement. solutions. Ouais. Mais moi, je peux te dire que j'ai des gens qui sont au chômage, des gens qui sont même des fois au RSA, et grâce à des comptes Veracash, se mettent tous les mois quelques euros de côté. Mais mine de rien, quand tu es capable de mettre 4 euros ou 20 euros ou 30 euros pour quelqu'un qui, à la base, n'a même pas beaucoup de moyens, même un étudiant, mais dis-toi qu'au bout d'un an, tu as déjà quelque chose. Et si tu es dans un monde qui devient difficile et que le quelque chose en question vaut 2 fois plus, et bien, entre guillemets, ta monnaie devient forte. Et c'est rigolo parce que même mes filles de 16 ans me l'ont dit en regardant leur application Veracash. Elles se sont dit, ah, mais pourquoi il y a marqué plus à côté de la somme de mon wallet? Mais je dis, c'est parce qu'en fait, ta monnaie a pris des plus-values, elle est devenue forte. Donc, si tu l'utilises maintenant, si tu payes une facture avec, et bien, au lieu qu'elle a te plus coûte 100 de euros, que quand. et bien voilà, exactement. Et du coup, là, bonne question pour l'immobilier. Yann, comment est-ce qu'on peut, parce que je présume qu'on n'est pas tout le temps obligé d'acheter intégralement un bien. Là, pour le coup, je m'adresse aux professionnels de l'immobilier. À partir de combien, pour les petits portefeuilles, on peut faire de l'immobilier? Et si c'est des plus petits montants que ceux que j'ai en tête, c'est quoi tes outils à toi qui te permettent de pas forcément toujours devoir faire un prêt, contacter la banque et de partir sur des gros volumes? Il y a des moyens pour monsieur tout le monde d'investir sur des plus petits montants? Ah oui, il y a des moyens, mais dans l'immobilier, ton meilleur ami, c'est la banque. Pourquoi? Parce que c'est une des seules classes d'actifs qui va te permettre de faire du levier aussi facilement. Parce qu'en France, l'immobilier est très bien vu par les banques, même s'il y a des moments plus tendus et d'autres plus détendus. La banque utilise un système de garantie sur l'immobilier qui lui permet de te prêter, etc. Donc, l'immobilier va pas être… Alors, déjà, on va mettre tout de suite de côté l'idée d'acheter de l'immobilier cash. Hein. Je sais qu'il y a des gens qui pensent que c'est bien d'acheter cash, qu'il faut se désendetter le plus vite possible, etc. Ce n'est pas une bonne idée au niveau de la fiscalité. S'il n'y avait pas la fiscalité en jeu, éventuellement, mais la charge fiscale en France fait que si j'achète cash, je vais m'enlever un certain nombre d'optimisations fiscales, dont le fait de passer mes intérêts d'emprunt en charge. Donc, je vais me manger une grosse fiscalité. Donc oui, je ne vais pas avoir la charge de mon prêt. Je vais penser que c'est bien parce que je touche mon loyer plein. Mais en vrai, la fiscalité va tellement me grignoter mon loyer plein que c'est bête d'acheter cash. Mais par contre, acheter avec la banque, ça va être ouvert à beaucoup de gens. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où tu es considéré comme stable par la banque, donc c'est quoi les critères de stabilité? C'est un emploi. Un CDI, c'est beaucoup mieux. Un CDD, ça peut éventuellement passer, mais ça va être plus compliqué. Le RSA, n'en parlons pas. Ça va être très, très compliqué. Le chômage, etc., ça va être très compliqué. Donc, il faut avoir une situation stable. Mais par exemple, un intérimaire, par définition, il n'est pas stable. Mais il peut être considéré stable si, par exemple, il est intérimaire depuis 5 ans avec des missions qui sont très régulières et qui gagnent bien sa vie, etc. Donc, la banque va faire un scoring investisseur et elle va te faire, elle va te scorer, elle va regarder ton profil. Est-ce que oui ou non, elle peut te prêter? C'est tout simplement ça. Hein. C'est la balance risque-rendement pour elle. C'est est-ce que tu vas être en défaut ou pas? Combien tu as de pourcentage de chance d'être en défaut? Si tu arrives à passer ce screening-là, on va te prêter. Alors, je simplifie, mais globalement, c'est vraiment ce qui se passe. Donc, à partir du moment où tu as une situation stable, si tu as très peu d'épargne, ne serait-ce que 3 000, 5 000, 10 000 euros, tu peux investir dans l'immobilier et tu peux acheter des biens qui valent beaucoup plus cher que ça. Donc, tu as un effet de levier qui est intéressant. Mais c'est juste que les règles du jeu vont passer par la banque, vont passer par de l'optimisation fiscale obligatoire, parce que la fiscalité en France sur l'immobilier, ça fait très mal. Mais il y a quand même des moyens qu'elle fasse pas mal du tout ou beaucoup moins mal. Et la banque va te permettre de faire ce fameux effet de levier. Donc, on ne va pas aller au RSA, on ne va pas aller avec des gens qui n'ont pas d'emploi, on ne va pas aller avec des étudiants, quoique on accompagne certains étudiants qui arrivent à investir, pareil, avec des montages spécifiques. Mais par contre, c'est quand même très, très ouvert. Et aujourd'hui, on a des dizaines de gens dans la communauté, des centaines, des milliers. Aujourd'hui, on a 6 000 clients, 200 000 personnes dans la communauté qui investissent dans l'immobilier avec un revenu à 1 800 euros par mois, etc. Alors, qu'on soit bien clair, parce que je sais qu'on trouve énormément de choses sur Internet, tu ne vas pas devenir rentier en 6 mois et rouler en Ferrari, etc. Par contre, tu commences à construire un patrimoine, tu mets un pied devant l'autre et tu touches des loyers, tu touches du cash flow
tous les mois et bien sûr, tu rembourses la banque. Donc, tu apures ton prêt au fur et à mesure et à la fin, quand tu revends, si tout se passe bien, tu fais une plus-value. Donc, il est tout à fait possible d'investir pas trop cher. Tout va dépendre également de l'engagement que tu vas y mettre. Et c'est peut-être le deuxième mythe qu'on voit le plus souvent sur Internet, avec je vais devenir millionnaire en 2 semaines. Et il y a aussi je vais devenir millionnaire sans rien faire. Non, l'immobilier, ça demande du temps, ça demande de l'implication. Il faut visiter, il faut négocier, il faut souvent faire des travaux, il faut faire de la gestion locative. Donc, ce n'est pas un investissement passif. Ça devient un investissement passif une fois que tout roule, une fois que tu as tes locataires, etc. Ça va être beaucoup plus passif, mais ça ne va pas être 100% passif. Tu es sur un investissement qui, même si tout tourne super bien, etc., on va dire, allez, à 80% passif. Il faut aussi bien le comprendre. Ok. Et au début, je me souviens, quand j'avais voulu emprunter pour la première fois pour faire de l'immobilier, j'avais pas de revenus récurrents, donc ça avait été très compliqué. J'ai eu une première fiche de salaire où j'ai eu 3 mois. Dès qu'on a les 3 mois de redondant, là, la banque a eu quand même peur parce que j'avais pas beaucoup de liquidité. J'étais jeune, je le suis toujours. Mais je me suis rendu compte que quand j'ai fait mon premier bien, que j'ai toujours eu 5-6 mensualités d'avance, que la banque a vu en gros que je maîtrisais cet équilibre, que le bien me rapportait au moins autant qu'il me coûtait, eh bien, je me suis rendu compte, malgré ma capacité d'endettement, que le deuxième bien que j'ai demandé, c'était quand même beaucoup plus correct. Déjà sur la façon de présenter le dossier, plus c'est structuré, plus la banque, elle voit qu'elle prête pas à n'importe qui. Et ensuite, elle a ce track record de se dire, lui, il l'a déjà fait, il a déjà négocié, il a déjà eu un problème qu'il a réglé, il a déjà réussi. Je vois vraiment l'immobilier comme faire jouer le temps en sa faveur. C'est un équilibre à trouver qui est dur au départ. Forcément, c'est tes premiers pas qui sont les plus complexes. Mais ensuite, c'est pas une question d'aller vite, c'est vraiment de se dire, voilà, maintenant, plus le temps passe, plus je gagne. Parce que chaque mois qui passe, le locataire va me rembourser, je vais pouvoir rembourser la banque et je suis un peu plus propriétaire de cette pierre que je n'ai pas payée car j'ai utilisé le fameux levier dont tu parlais, la banque. Dans 5 minutes, j'aimerais qu'on passe aux questions. J'ai une dernière question à poser, mais il va falloir qu'on soit super réactif et super bon parce qu'on ne peut pas passer 10 minutes dessus. Est-ce qu'il existe? Est-ce que vous pourriez décrire le type d'investisseur? Et je vais commencer par décrire celui du monde de la crypto-monnaie qui s'en sort le mieux durant la crise sur votre marché. Ce que je me suis rendu compte sur le monde de la crypto, et encore une fois, je n'ai pas la vérité absolue, mais globalement, c'était la personne la plus agile. On est dans un monde qui est volatile de base. Cette crise Covid, c'était volatilité avec un effet de levier. Ça allait encore plus vite. Que ce soit à la hausse ou à la baisse, c'était un amplificateur de sentiments. Et je me suis rendu compte de 2 choses. Premièrement, c'est celui qui avait posé sa stratégie en amont, qui s'était dit en dessous de ça, je rachète tant, en dessous de ça, je n'y vais plus. Au-dessus de ça, je revends tant et au-dessus de ça, je n'y vais plus. C'est vraiment celui qui, avant la crise, avait défini sa stratégie et qui a vu tout swinguer dans tous les sens. Il s'est calmé, il a dit, OK, je respecte mes ratios, je garde de la liquidité de côté parce qu'on a beau avoir des opportunités qui se créent aujourd'hui, si on n'a pas les moyens de les saisir, on ne peut pas. Et c'est ce profil-là d'investisseur, l'investisseur le plus agile, et pas forcément celui qui a le plus gros volume d'investissement, par rapport à ce que j'ai connu à certaines phases du marché, où c'est souvent celui qui avait la grosse liquidité qui faisait le bon coup. Là, il n'y a plus de « je le savais en avance, j'avais la bonne info ». Là, c'est juste, il y a une grosse marée, il y a l'eau qui part dans tous les sens, je tiens bien la barre et je respecte ma stratégie de base. C'est ça que j'ai vu qui payait le plus. Est-ce que tu as, Yann ou Jean-François, dans ton marché, un profil que tu pourrais décrire qui s'en est le mieux sorti sur les 4-5 derniers mois? Du coup, je dois désigner quelqu'un, c'est ça? Ouais, c'est pas mal, ouais. C'est mieux. Jean-François, c'est parti. Ok, écoute, moi, pour en revenir déjà au type même de notre utilisateur, notamment chez Ocoff, j'ai toujours plaisir à dire que c'est le médecin de 55 ans, plutôt un homme, et qui habituellement n'a pas envie de se prendre la tête avec son épargne, et pour autant n'a pas envie d'avoir l'impression de se faire avoir. C'est quelqu'un qui, des fois, voilà, le week-end, va s'encanailler un petit peu sur du trading ou des petites choses comme ça, mais il voit très vite qu'il ne maîtrise pas nécessairement, donc il se brûle vite les ailes. Et en fait, ces personnes, moi, je les vois évoluer sur notre plateforme. Et à un moment donné, ce qui les fait finalement gagner, c'est tout simplement, comme tu le disais, de se fixer des caps, mais dans ce cas-là, ils se sont aussi fixés la méthodologie, et ils s'y sont contraints et ils sont extrêmement froids. Donc la stratégie avant et on la respecte à la lettre, exactement. Quels que soient les sentiments qui partent. Exactement. Et là, donc, zéro sentiment. Pas d'émotion. Et il faut considérer que l'or, il est moche à ce moment-là. Voilà. C'est tout. On l'aime plus, on le vend, on l'adore, on le rachète. Mais voilà. Ça, c'est quelque chose qui marche plutôt bien, mais il faut avoir le temps
de le déclencher au bon moment. Typiquement, voilà, moi l'autre jour, j'entends vaccin, boum, j'appuie sur le bouton vente, je n'ai même pas cherché à comprendre. Haute posture, toujours mon fameux médecin de 55 ans, et je parle plutôt de haut coffre. Il écoute nos conseils parce qu'on n'aime pas trop que les gens prennent de risques. Et là, sur le coup, il a continué d'accumuler de manière régulière. Et là, en fait, ce qu'il joue, c'est non pas le cours de l'or, mais en fait, il joue, entre guillemets, sans jouer d'ailleurs, il ne le joue pas. C'est pas un jeu. Il vit la valorisation ou la dévalorisation de ce qui est autour de l'or. C'est-à-dire que quand tu joues l'or qui est plat, l'or que tu achètes de manière très régulière, en fait, finalement, qu'est-ce que tu es en train de jouer? Tu es en train de jouer la valeur intrinsèque de ton euro, la valeur intrinsèque du dollar si tu es dans un périmètre dollar, voire même des fois la valeur intrinsèque de ton immobilier si tu es sur un marché, par exemple, national, qui pour X raison subit un krach boursier quelconque, etc., qui entraîne derrière peut-être un krach immobilier, ça a pu se voir dans le passé. Et en fait, la platitude de ton or va jouer en fait ce genre de choses. Donc là, sur le coup, c'est une attitude alors qui sur le coup est beaucoup plus répétitive. C'est-à-dire que tous les mois, il fait la même chose. Il se pose pas plus de questions que ça. Mais en fait, son approche... C'est comme ça qu'il accumule en fait. Ça va être et c'est comme ça qu'il gagne. Et c'est comme ça qu'il gagne parce que lui, sa posture de sortie, c'était pas de sortir avec des plus-values. Non, c'était de sortir quand il avait besoin d'éponger les pertes d'un bien immobilier qu'il a été obligé de vendre en vitesse et à la mauvaise valeur. D'accord. Et ça, c'est ça qui peut arriver. Ou d'avoir vendu ses actions parce que justement, mon fameux médecin s'était encanaillé un week-end sur les actions qu'il ne fallait pas. Et là, boum, il vient de voir que ça vient de perdre 20%. Il n'a pas envie d'annoncer à son épouse qu'il va falloir se mettre à l'eau de Vichy, etc. dans les quelques semaines qui suivent. Et donc là, qu'est-ce qu'il fait? Il fait comme mon fameux petit robot de trading mature. Il vend les deux en même temps pour avoir une ligne positive de pas beaucoup, mais au moins il peut dire « Oh, c'est bon, en pleine panique, j'ai réussi à gagner 2%. Merci chérie. » D'accord. Ok. Et toi, du coup, Yann, est-ce qu'il y a des types d'investisseurs immobiliers, alors que ce soit ceux qui achètent pour louer, ceux qui achètent pour revendre, est-ce que tu as remarqué un certain type d'investisseur immobilier qui s'en est sorti le mieux quand il y a eu toutes ces variations suite à cette crise? Oui, complètement. Le mec qui s'en sort bien en ce moment, il a deux qualités. La première, c'est qu'il a éteint sa télé et qu'il ne se laisse pas... il ne se laisse pas perturber par tout ce qu'on peut voir de « Ah oui, tout va mieux, ah tout va mal, ah, on a un vaccin, ah, c'est une conspiration, ça va bien. » Les élections, tout ce que tu veux. Il a éteint sa télé, il est focus sur son plan, il est focus sur son allocation et il passe à l'action massivement. Il est régulier, il passe à l'action, il fait ses visites, il gère. S'il y a des locataires avec des problèmes éventuellement de paiement en ce moment, etc., il est focus, il règle les problèmes. C'est vraiment quelqu'un qui a pas modifié sa vie finalement. Il a son but, il a sa façon de faire et il l'applique. Et sa deuxième qualité, c'est qu'il sait dézoomer. Actuellement, tout est très immédiat, on est très zoomé. On parlait de volatilité tout à l'heure, qui a pu être énorme sur les cryptos, qu'il est toujours d'ailleurs sur les cryptos en ce moment, qu'il a été beaucoup sur le marché des actions, sur le forex, etc. Il y a eu beaucoup de volatilité. Le mec qui s'en sort bien en ce moment, il dézoome. Il est conscient que là, tout le monde est en panique sur un an de temps, alors que quand on dézoome, quand on regarde l'immobilier, quand on regarde les marchés financiers, quand on regarde les cryptos, quand on regarde l'or, quand on regarde n'importe quel actif sur 20 ans, 30 ans, 50 ans, 100 ans, suivant les marchés, on se rend compte que la courbe, elle monte toujours. Pourquoi? Parce qu'il y a des injections de cash, parce qu'on crée de la valeur, parce qu'il y a des entreprises, parce que l'économie grossit, parce que la population mondiale grossit, parce que le besoin d'appartements, de maisons, etc. grossissent. Donc, quand tu dézoomes, ça a deux effets. Ça a l'effet de relativiser qu'un marché, globalement, il monte. Amusez-vous à aller sur Internet, à chercher des statistiques du S&P 500, du CAC 40, etc. et de regarder le nombre d'années haussières par rapport au nombre d'années baissières. 80-90% des années, suivant les indices, sont haussières. Et la volatilité, le deuxième effet, c'est que quand tu dézoomes, cette volatilité immédiate, tu la dézoomes aussi. Et la courbe, elle vient se lisser et elle vient être beaucoup plus belle d'un seul coup. Et donc, tu n'as pas cet effet d'instantanéité, de peur, de mauvaise réaction, de gros doigts, de je vends en panique ou j'achète tout en haut, j'achète tout en bas, etc. Donc, ces deux qualités pour moi en ce moment, de couper sa télé et pas regarder tout ce qui se passe, pas être hyper connecté, pas être dans toutes les théories possibles et dézoomer et penser long terme, fonctionne très bien.
Parfait, on a fait un bon tour. Alors, pour le coup, juste avant de clôturer et de sauter sur des questions, je vais en profiter pour le faire maintenant. Je rappelle qu'on peut retrouver Jean-François, que ce soit sur Aucoffre pour tout ce qui est achat de métaux précieux ou encore Veracash pour le côté plus numérique de ces métaux. Je le mets en avant parce que je sais que vous faites aussi de l'éducation. Il y a beaucoup de gens qui viennent vous voir avec des questions avant de vous dire combien ils veulent mettre. Et c'est le but. De la même façon, je sais, Yann, qu'avec Enfin Rentable, il y a beaucoup de gens qui viennent vous voir en mode voilà, je suis prêt à commencer, je suis prêt à faire les premiers pas. Et qu'il y a également dans l'éducation, tu parlais tout à l'heure des premières heures d'une formation qui sont totalement gratuites où les gens peuvent tout simplement se renseigner et avoir une idée de ton travail. C'est sur Enfin Rentable ? Ouais, tout à fait. On a notre plus gros programme immobilier qui dure plus de 60 heures, 70 heures. Il y a la possibilité d'avoir 6 heures gratuits pour voir ce qui se passe. C'est 6 heures qui sont piochées, un peu plus de 6 heures, même quasiment 7, qui sont piochées à l'intérieur. C'est gratuit, ça permet de se rendre compte. Donc, si tu veux, je peux communiquer le lien pour les gens qui sont intéressés. Ça se passe sur Yann Darwin, tout attaché, yandarwin.com /IMO. yandarwin.com/IMO, I2MO. Et il y a la possibilité d'avoir 6 heures, un peu plus de 6 heures de formation gratuite. Et sur la crypto-monnaie, de la même façon, il y a Just Mining, donc la structure d'investissement dans laquelle on travaille, qui a pour but non seulement de proposer des produits d'investissement crypto, mais surtout d'éduquer les gens. Parce que pour le coup, c'est un truc qui est vrai dans les 3 domaines qu'on est en train de présenter. Déjà, n'écoutez jamais une seule personne, même nous d'ailleurs. Hein. C'est en allant chercher de l'information ailleurs et en faisant des moyennes de ce que vous allez comprendre et ce que vous allez apprécier dans les domaines que vous allez pouvoir vous intéresser. Hein, ne vous fiez jamais à une seule source d'information, même nous. Le but, c'est vraiment vous d'aller creuser, d'aller plus loin et dans un second temps, d'y aller step by step. On a toujours l'impression que on va rater le train, que c'est maintenant qu'il faut saisir l'opportunité. La réalité, c'est que oui, vous allez peut-être rater un train, mais il y en a toutes les 15 minutes. Et s'il n'y en a pas pendant 2 jours, il y en aura un la semaine prochaine. Prenez le temps de vous renseigner. C'est un sentiment que j'avais au début dans les crypto-monnaies, que je me souviens, pour les gens qui étaient arrivés en 2017, je vois les mêmes comportements qui se reproduisent aujourd'hui quand le Bitcoin a tapé les 17-18 000. Prenez du recul, prenez le temps de vous renseigner. Il y a des opportunités, il y en aura demain et surtout, ne vous pressez pas. Alors, je vais juste rebondir sur 2 ou 3 questions que j'ai vues dans le chat. On n'a plus beaucoup de temps, hein. Il nous reste 9 petites minutes. On va pouvoir traiter 2-3 petites questions. Merci aux 550 personnes qui sont encore connectées. Je m'attendais vraiment pas à ce qu'il y ait autant de monde sur cette problématique-là. Donc, je suis vraiment content que les gens, surtout que c'est un coup d'essai pour nous. Hop, je vois une question. Tac. Alors, en très très short, hein, on essaye de répondre en moins de 30 ou 40 secondes pour pouvoir. J'entends des animaux qui aboient, les amis. Je ne pensais pas vous dire ça aujourd'hui. Alors, je dézoome un petit peu. Alors, Yann, est-ce que tu peux très rapidement nous dire, si c'est un choix ou pas, en 30 secondes, pourquoi ne pas parler des SCPI, OPCI, toutes, si je me trompe pas, des sociétés qui permettent d'acheter 0,1% d'un bien, 0,2%. Ouais, alors en 30 secondes, je le fais rapide. Il faut se poser la question, quand j'investis sur quelque chose, quelle est ma situation globale? Et les OPCI, les SCPI et tous ces placements globalement clés en main et très réglementés, ils ont un point commun, c'est que la rentabilité est pas top. Donc, ça peut être très intéressant pour le profil dont parlait Jean-François tout à l'heure, le médecin qui a 55 ans, qui fait ses allocations tous les mois, etc. Mais pour quelqu'un de plus jeune, pour quelqu'un avec un profil un peu plus risqué, qui veut vraiment dynamiser son patrimoine, c'est dommage de partir sur un placement pas top. Pourquoi? Parce qu'il y a des intermédiaires, etc. C'est normal, tout le monde doit manger, on comprend très simplement. Le fait de faire de l'immobilier plus en direct, ou voire complètement en direct soi-même, ou avec sa propre société, ça va permettre d'avoir une rentabilité bien supérieure, un upside également à la revente bien supérieur sur les éventuelles plus-values que je peux faire, et d'accélérer mon patrimoine tout simplement. Donc la question à se poser, c'est quel niveau de risque je suis capable d'absorber. Plus je suis jeune, plus je peux avoir un gros niveau de risque, et donc le risque est toujours en face du rendement. Donc si je mets un petit peu plus de risque, théoriquement, si je ne fais pas n'importe quoi, je devrais avoir un petit peu plus de rendement. D'accord. Pour tourner un peu plus vers l'or, en une réponse presque fermée, Jean-François, si on a bien compris, tu as baissé ton bouclier quand tu as eu cette news. Est-ce que d'après toi, encore une fois, on ne te demande pas d'avoir une boule de cristal et on sait très bien que tu ne l'as pas, est-ce que c'est dans les semaines ou dans les mois qui viennent qu'on va remonter le bouclier d'un coup, ou est-ce qu'au contraire, tu vas commencer très rapidement à racheter un petit peu régulièrement pour reconstituer ce bouclier? Alors, il y a deux choses en fait. Il y a une approche qui est la mienne personnelle et qui était programmée à l'avance, et quel que soit le cours après ce que je comptais faire devait être fait, donc je l'ai fait.
de manière très froide. Ça, c'est une approche personnelle. Et après, il y a ce que l'on peut appréhender sur le après. Le bouclier, oui, il a été baissé peut-être un petit peu temporairement. Est-ce que là, on imagine que l'or va arrêter de jouer son rôle? Personnellement, on n'est pas dans un contexte qui montrerait le début du commencement de quelque chose qui se règle. Déjà, parce que les fameux vaccins, alors déjà, c'est un peu la guéguerre au vaccin. Ce sera peut-être aussi la guéguerre au vaccin quand on se rendra compte qu'aucun n'est réellement finalement efficace comme on l'attend. Donc ça, il n'y a rien de réglé. J'ai parlé aussi du contexte économique et géopolitique qui est ultra dégradé. Donc se retrouver sur un or qui revient plat, comme je l'expliquais tout à l'heure, ou qui est juste la concrétisation entre d'un côté l'extraction et de l'autre côté l'achat pour les bijoux, on en est encore loin. Pour mémoire quand même, pour que vous le sachiez, on a battu des records de vente d'ETF or en mars et avril en période de confinement en Europe et aux États-Unis. C'était pas par hasard, ça s'était jamais vu avant à un tel niveau. Donc ce qui fait qu'il y a quand même une perception extrêmement forte sur ce que l'or peut apporter. Et là, pas qu'au niveau des particuliers, parce que quand je parle ETF, là, sur le coup, derrière, ce sont des fonds qui se sont positionnés, ce sont des banques centrales. Aujourd'hui, l'or, quoi qu'on en dise, est une des monnaies majeures utilisées dans le monde pour régler, imprimer des factures entre États. Quand vous avez une Turquie qui achète du pétrole à l'Iran, eh bien, elle le paye en or. Et quand vous avez le Venezuela qui veut absolument récupérer les tonnes d'or qu'il a à la Banque d'Angleterre, c'est pour payer aussi du pétrole raffiné qu'il achète à l'Iran ou des missiles à la Russie. Donc on est dans ce monde, et l'or étant aujourd'hui une monnaie parallèle qui ne dit peut-être pas son nom, eh bien on a nécessairement un actif qui prend notre posture et donc nécessairement un autre tarif. Voilà. Et d'ailleurs, à ce sujet, je fais une petite aparté pour répondre à un ami que j'ai vu qui a posé une question. Il m'a dit, mais quand est-ce que tu parles des communautés qui utilisent Veracash entre elles comme monnaie complémentaire ou alternative? Et donc oui, effectivement, Veracash aujourd'hui, avec une fonctionnalité d'envoi et de réception, on peut s'envoyer du Veracash comme on s'envoie des euros ou des dollars avec du PayPal. Un peu comme PayPal ou N26. Exactement. Et ça marche extrêmement bien. Alors, c'est pas qu'aujourd'hui, quand on est en zone euro, à l'instant où on se parle, évidemment, on n'a pas de problématique, mais ce sont peut-être des petites habitudes à commencer à se prendre. Parce que si les Vénézuéliens avaient commencé à prendre ce genre d'habitude il y a de cela 5 ou 10 ans, ben aujourd'hui, certains arriveraient à créer malgré tout une richesse dans un contexte extrêmement dégradé parce que de la monnaie, de la valeur circulerait. La richesse, en fait, ça ne vient pas de la richesse intrinsèque, ça vient de la circulation. Quand ça ne circule plus, tout est mort. Celui qui ne prend plus de décision, celui qui ne bouge plus, c'est le premier à mourir. Mais c'est drôle de voir que c'est de plus en plus vrai dans le monde de l'investissement, car et on reprend le profil, c'est celui qui prend du recul et qui agit, qui reste agile. Et c'est aussi vrai, mais dans la plupart du coup des investissements, c'est celui qui va savoir prendre calmement une décision. Et c'est drôle de voir que ça va être d'être agir et d'être capable d'analyser ce qu'on a en live et de prendre une décision rationnelle du coup. Tout à fait, clairement. C'est ce mix, comme tu le dis. Alors, nous, la notion d'agilité, on l'adore parce que même dans notre mode de développement de travail, on est une société en posture agile. Et pour autant, l'agilité ne veut pas dire le mouvement brownien. Hein. Ça veut dire que tu restes quand même, tu dois rester froid et rationnel. Et pour ça, pour être rationnel et froid, il faut aussi se documenter beaucoup. C'est pour ça que nous, on a une chaîne YouTube au coffre qui donne pas mal d'input justement pour prendre certaines décisions. Quand tu es informé, les gens, ne vous inquiétez pas, on va envoyer un mail récap à toutes les personnes inscrites avec notamment la documentation pour suivre et pour vous informer sur les travaux d'Yann. Pareil pour Jean-François et les différentes structures, ainsi que les réponses aux questions les plus posées qui n'auront pas trouvé de réponse du coup. Ouais, et pour conclure, c'est quand tu prends, tu vois, des habitudes que tu les rends évidente et facile parce que tu le fais assez régulièrement, eh bien le jour où un problème se présente, à ce moment-là, tu n'es pas pris de panique, tu agis justement, c'est la froideur dont je parlais tout à l'heure, mais pour pouvoir être froid, il faut être en posture de la tête. Tu sais, c'est comme ces pilotes, les pilotes, ils sont payés pourquoi? En fait, ils sont payés pour être froids dans le cas où il y a un problème. Mais pour être froid, ça. Tu vois, pour être froid en cas de problème, qu'est-ce que tu fais? Tu t'entraînes sur un simulateur de vol à te cracher 300 fois pour que la 301e, qui est sur le coup
aux commandes d'un réel, véritable avion tu ne se restes. produisent pas. Eh bien voilà, c'est pour ça que je remercie Philippe qui a posé cette question. Oui, entraînez-vous à vous envoyer du Veracash aujourd'hui, alors qu'on est dans un monde où, globalement, en zone euro, il n'y a pas encore de soucis. Mais le jour où il y en aura besoin, là, vous serez content d'être super détendu et de pouvoir vous payer des pizzas entre vous, alors que la monnaie aura explosé. J'en prends une toute petite dernière que je vais essayer de clôturer en 52 secondes, du coup, sur du coup la crypto-monnaie. Globalement, essayez vraiment de regarder les crypto-monnaies qui ont des écarts entre leurs fondamentaux, surtout si vous êtes sur ce marché depuis 2-3 ans. Vous connaissez des monnaies qui ont pris de la valeur et qui en ont perdu sans raison. Soit parce que le Covid, mais le Covid ne les affecte pas, soit parce que le Bitcoin est monté et que les gens s'y désintéressent. Et d'un point de vue, et c'est là que j'ai envie de recroiser, j'ai vu un truc en mode quoi penser de la tokenisation de l'immobilier pour croiser entre Yann et Owen. Là, j'ai envie de dire, c'est toujours pareil. On va revenir sur la réponse de la SCPI de Yann, du coup, et en fait, ça dépend juste des caractéristiques du bien. On peut avoir un super bien. Et on a fait une vidéo sur. En plus, c'est vrai qu'on a fait une vidéo dessus. Donc, je vous invite à retrouver encore une fois cette vidéo qui sera dans le mail récap, et surtout à vous poser les bonnes questions. Ça dépend pas de c'est de l'immobilier tokenisé, donc c'est du bon immobilier. Quel est le bien qu'il y a derrière? Regardez vos ratios, regardez si c'est rentable et pour le savoir, renseignez-vous, notamment sur la chaîne de Yann qui vous apprend justement à faire ces calculs parce que mine de rien, différencier une bonne crypto d'une mauvaise, c'est pas du tout le même métier que de différencier un bon d'un mauvais bien immobilier et ça passe quoi qu'il arrive et c'est la seule certitude que j'ai du haut de mes jeunes années aujourd'hui, c'est qu'il faut se documenter énormément, il faut être capable de faire un bon travail de synthèse et d'analyse car en une journée de vie, on a 50 journées d'informations qui nous tombent dessus, c'est à nous de choisir ce qu'on écoute, c'est à nous de synthétiser et d'apprendre au mieux pour ensuite pouvoir prendre des décisions. Jean-François, Yann et aux 500 personnes qui nous ont suivis, merci beaucoup. J'espère que ça vous a plu. On est également preneur de tout feedback. C'est un coup d'essai. Désolé si c'est un peu imparfait. Désolé s'il y a plein de choses à améliorer. Mais je m'y engage. La prochaine session qu'on fera sera encore mieux. Merci à Just Mining pour toute cette organisation. Et on se retrouve du coup dans ce mail récap. Et je l'espère, Jean-François et Yann, autour d'une nouvelle table ronde avec pourquoi pas des nouveaux intervenants. Et un jour, essayer de recroiser ces domaines, peut-être quand tout sera un petit peu plus calme. Avec Avec grand plaisir. plaisir. Merci à vous. Au revoir. Bonne journée. Salut. Ciao. Au revoir tout le monde. Hop.